Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Éliane Gagnon qui nous parle de ses problèmes de consommation et de Sober Lab. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre nous amène la lettre au petit gars. Notre collaboratrice Catherine Stassin nous amène son sujet, l'hypervigilance. Bienvenue à Folie douce. Vous syntonisez Folie douce, l'émission qui vise à détruire les tabous du vaste monde de la santé mentale. J'accueille maintenant mon invité, Éliane Gagnon. Bonjour Éliane. Bonjour. J'aimerais d'abord qu'on te présente. En fait, tu es une comédienne, tu es une actrice et tu as été même depuis longtemps. En fait, tu as joué dans des séries jeunesse. Ça, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton parcours. Puis ensuite, on parlera aussi de ton histoire. Là. Qu'est-ce qui nous a amené au sujet d'aujourd'hui, justement? Certainement. Ben, c'est ça, dans le fond, j'ai commencé à jouer vers l'âge de 14 ans. Fait que j'ai appris le métier d'actrice au cœur du métier en jouant dans l'émission Ramdam, qui est une série jeunesse qui a déjà 20 ans. Mais c'est fou. Oui, ça passe. Hein? J'ai joué pendant 5 saisons là-dedans. Ça a commencé ma carrière vers l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, j'ai 36 ans, fait que j'ai gravé dans le monde du cinéma, puis après ça, j'ai écrit aussi, là, dans le fond, ça nous amène un peu vers le sujet, c'est que dans le fond, j'ai composé à travers ces années-là de comédienne et d'apprendre mon métier avec des troubles de dépendance, puis ça m'a amené à écrire un livre qui s'appelle Carnet Fit, qui relate mon parcours de la dépendance à la sobriété. Fait que ça, j'ai écrit ça en 2018. Ouais. C'est ça, Ramdam, j'ai commencé en 2004. Fait que... Est-ce que c'est ton travail dans le domaine de la télé qui t'a un peu... Est-ce que tu avais des problèmes de consommation? Est-ce que ça a comme déclenché, quoi? Est-ce qu'il y a eu des raisons qui ont... Je dirais pas que c'est à cause de ça. J'ai commencé à consommer, j'étais très jeune. J'ai commencé à consommer alcool et drogue vers l'âge de 11-12 ans. Là. Okay. En fait, plus le pot vers l'âge de 11 ans. Ouais. Puis après ça s'est enchaîné vers 17 ans avec l'alcool. Puis c'est sûr que, une quête d'amour, de reconnaissance, moi, c'est avec ça que je pars dans la vie, là, grosses carences affectives qui m'ont amené à essayer de remplir un peu ce vide affectif-là avec, au début, les substances, après ça, la reconnaissance, le fame qu'on dit en anglais. Je pensais vraiment que de devenir une vedette allait me rendre heureuse, dans le fond. Tu sais, j'avais comme une fausse croyance que si je devenais connue du public, j'allais être heureuse. Tu sais, mais c'est parce que ça finit jamais, puis j'étais pas plus heureuse en devenant connue. La preuve, j'ai fait Ramdam, puis je me faisais reconnaître par tout le monde dans la rue, puis j'étais vraiment malheureuse. Ouais. Puis j'ai commencé à consommer encore plus, puis à m'enfoncer pendant presque un 10 ans, 10-12 ans de consommation très active, alcool, drogue, pour avoir des comportements destructeurs comme l'alcool au volant qui a fait partie de mon histoire beaucoup. Là, j'en parle dans mon livre d'ailleurs. Moi, c'est ça qui m'a arrêtée en fait. J'ai eu un accident d'auto en m'en allant aux États-Unis. Je m'en allais pour réaliser mon rêve de devenir une grande actrice internationale. Ce rêve-là est toujours d'actualité, ceci dit, dans le sens où, je le dis d'une façon un peu... avec humilité, là. Ouais, c'est ça, dans le sens où le rêve existe toujours, mais à l'époque, je pensais que ça allait me rendre heureuse. Puis, dans le fond, la vie m'a arrêtée parce que j'ai pogné un accident d'auto. En état d'ébriété. C'était la deuxième fois que c'était une récidive. Là. J'ai conduit beaucoup en état d'ébriété dans ma consommation active et destructrice, si je peux dire. Ouais. Puis je me suis ramassée en thérapie au lieu de me ramasser sur des tapis rouges à Los Angeles. Ouais, c'est ça. Fait que la vie m'a amenée à me regarder puis à voir que j'avais un problème. Des fois, je dis à la blague que je vis sur du temps emprunté. Je suis comme pas supposée d'être en vie abstinente, puis d'être sobre, puis d'avoir 2 enfants, puis d'avoir une famille, puis réaliser. C'est fou comment la vie
te place les épreuves que tu as besoin finalement pour grandir, tu sais. As-tu pu, Eliane, mettre le doigt, ou en tout cas, je sais pas, il n'y a peut-être pas juste une cause, mais as-tu pu comprendre pourquoi tu avais une espèce de... Je sais que tu avais comme une quête, mettons, d'être aimé ou je sais pas quoi, mais est-ce que tu as creusé plus loin? Est-ce que ta réflexion t'a amené à mieux te comprendre? Ben oui, c'est sûr que j'ai analysé de tout bord, de tout côté, là, pourquoi, le pourquoi du comment, mais c'est beaucoup relié à des blessures d'abandon, la reconnaissance du père. J'ai vécu avec ma mère seulement, puis j'ai pas connu mon père, puis je pense que ça m'a beaucoup affectée. Mais aujourd'hui, je le sais que j'ai beaucoup mis la faute sur les autres de ma consommation destructrice, tu sais. Ah, c'est à cause que mon père m'a abandonné. C'est à cause que c'est à cause. Mais la réalité, c'est qu'il y a personne qui m'a forcé à boire, là, tu sais. Ouais. J'ai bu, j'ai sniffé, j'ai fumé, j'ai fait tous les temps, mais il y a personne qui m'a forcé à faire ça. Puis je suis tombée dans un cercle vicieux. Puis aujourd'hui, tu sais, avec tout le cheminement que j'ai fait, je suis capable juste de prendre responsabilité de cette consommation destructrice, on dirait, je sais pas comment dire, destructive. J'ai été un peu voir à l'intérieur de moi pourquoi j'ai consommé comme ça, puis c'est relié à des peurs. Il y a tellement de raisons, mais tout ce que je sais aujourd'hui, c'est que je sais pas grand-chose, mais que je peux pas consommer d'alcool. T'sais. Je peux plus me faire à croire que mon petit verre dans une première que je peux y toucher, c'est pas vrai. Ça dérape tout le temps. T'es consciente de ça, c'est ça. Au moins, c'est ça qui est bien. Mais t'as fait quelque chose de positif, en fait. T'as créé Sober Lab, c'est ça? J'aimerais ça que tu m'expliques ce que c'est, parce que c'est quand même un environnement assez moderne. J'aimerais ça que tu nous expliques comment on peut le définir. Avec plaisir. Dans le fond, Sober Lab, c'est une vision que j'ai eue. Je me disais, je trouvais que la sobriété, quand on en parlait, quand j'ai arrêté de consommer il y a presque 6 ans, je trouvais que c'était dépeint comme quelque chose de vraiment plate. Puis genre, t'arrêtes de boire, ta vie est finie. Puis j'ai réalisé que c'était le contraire. Surtout quand tu as un trouble de dépendance, pour certains, c'est une question de vie ou de mort. Fait que je me suis dit, il faudrait que la sobriété, on rende ça cool, puis sexy, puis jeune, puis le fun. Fait que j'ai fondé une plateforme, dans le fond, puis SoberLab, c'est une marque, là, c'est une marque de commerce, si je peux dire, qui promouvoit la sobriété, puis ça se traduit dans une plateforme numérique qui contient un blog. Il y a une communauté qui vient avec ça, des gens sobres qui communiquent entre eux, du contenu inspirant à la sobriété. Fait que dans le fond, pas tous les lundis, c'est pas vrai, mais je fais des lives inspirants avec des personnes qui cheminent et qui sont sobres pour inspirer les gens. Fait que tout est dans une optique de inspirer la sobriété. Fait que et est-ce que la clientèle, justement, est comme plus jeune à cause de ça, à cause justement des nouvelles technologies, ou pas vraiment? Pas tant. Je te dirais que la clientèle de SoberLab, c'est beaucoup... ça varie entre 30 et 60 ans. Les jeunes, on dirait que je les ai pas encore ciblés de la bonne façon. Ceci dit, je suis super intéressée par les jeunes parce que moi, quand j'étais jeune, je savais même pas que la sobriété existait. T'sais. Mon quotidien, puis ma réalité, c'était les blackouts, les abus de substance, le party, puis je pensais qu'il y avait juste ça qui existait. T'sais. Ouais. Avoir su à 12 ans qu'il y avait du monde cool qui consommait pas, peut-être que mon chemin aurait été différent, mais en même temps, non, parce que fallait que je souffre un peu pour m'éveiller. Oui, c'est ça qui arrive. Des fois, il faut passer par à travers. C'est notre histoire de vie, hein. C'est ta vie à toi, donc c'est ça. C'est ça. Ça prend un chemin, des fois un chemin un peu sinueux pour se relever. Puis, tu sais, il y a des gens qui tomberont pas, il y a des gens qui vont tomber, qui sont pas capables de se relever. Puis on se demande pourquoi il y en a qui se relèvent, pourquoi il y en a qui sont pas capables d'arrêter de consommer, pourquoi il y en a pour qui le chemin est plus facile. Mais c'est comme pas explicable, mais je pense qu'il y a une grosse part d'acceptation de notre réalité, puis de prendre responsabilité pour nos états, tu sais, émotionnels, puis nos pensées. Je suis responsable de tout, tu sais. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, puis soit qui consomment ou qui ont l'idée de consommer, qu'est-ce que tu leur dirais sans être moralisatrice là, pour éviter ça?
c'est sûr que il y a des gens, la consommation responsable, là, ça existe, des gens qui sont capables de regarder le pourquoi ils consomment. Tu sais, je dis toujours et souvent que si tu consommes pour faire taire l'anxiété ou pour comment dire, être capable de socialiser. Tu sais, si l'alcool ou la substance est une béquille pour traverser, mettons, ta journée, ben c'est sûr que ça peut devenir problématique. Mais tu sais, si tu consommes juste pour le plaisir puis que c'est pas... en fait, je vais le dire d'une autre façon, on est tous enclins à devenir dépendants parce que l'alcool, c'est une substance addictive puis c'est toxique puis c'est en vente libre. Fait que dans le fond, de savoir ça à la base, tu fais comme, OK, bon, de savoir qu'est-ce que tu ingères, c'est déjà un bon début. Puis de rester vigilant, tu sais. C'est juste ça que j'aurais envie de dire, de rester vigilant du pourquoi tu consommes. Oui, exactement. Non, c'est ça, c'est effectivement, c'est comme tu le dis, c'est d'être à l'écoute de soi, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut donner comme référence? On va donner aussi comment on peut, dans quelques instants, on va donner comment on peut rejoindre justement la plateforme Sober Lab. Mais on parlait tantôt de tes livres. Est-ce que tu peux nous donner des références ou, tu sais, soit des sites Internet ou des références que les gens pourraient justement s'inspirer pour au niveau des consommations, là? C'est drôle, dernièrement, il y a quelqu'un du CIUS, le Centre intégré... Universitaire, santé, oui, exactement. Santé et services sociaux. Ouais. Qui m'ont partagé une nouvelle initiative qui ont parti, c'est servicedépendance.ca. Puis, il y a un numéro gratuit qu'on peut appeler quand on a un trouble de dépendance. Okay. Puis, il y a des experts au bout du fil qui peuvent aider puis te diriger vers des ressources. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Je peux même vous partager le numéro de téléphone. Bien sûr. Servicedépendance.ca, c'est le 514-385-1232. D'accord. Service avec un S, dépendance.ca. Fait qu'il y a ça. Évidemment, il y a le site du gouvernement, les institutions publiques. Là. Il y a des centres de thérapie qui existent, qui sont... public, les gens peuvent avoir accès gratuitement, mais par contre, il faut être sur l'aide sociale. Là. Il y a des conditions, là, mais il y a beaucoup d'aides puis de centres de thérapie qui existent. Et sinon, peux-tu nous rappeler peut-être, est-ce que tes livres sont juste disponibles en ligne ou c'est non, avec ta plateforme sur les magasins? Peux-tu les renommer? Est-ce que les deux volumes? Ça s'appelle Carnet de fuite. C'est le premier livre que j'ai écrit en 2018 qui, dans le fond, parle de mon parcours. Là. C'est un livre d'autofiction. Puis le deuxième, ça s'appelle La sobriété, repenser nos habitudes de consommation. Et sinon, Sober Lab, est-ce qu'on cherche juste Sober Lab? C'est SOBERLAB, c'est ça? LAB.ca, soberlab.ca. Puis il y a mes livres en vente sur le site aussi. Puis les gens peuvent le recevoir dédicacé en l'achetant en ligne. Parfait. Ben, c'est parfait, c'est presque tout le temps. Eliane, c'est fort intéressant d'avoir pu discuter avec toi, puis merci de tes efforts. J'espère que ça va influencer les gens à ne pas consommer ou en tout cas à contrôler leur consommation, que ça ne devienne pas handicapant, comme on disait. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi. Oui, bonne continuation. Donc, Eliane Gagnon. Donc, on suit ton site Sober Lab et tous tes ouvrages. Merci beaucoup d'avoir été à Folie Douce. Vous voulez savoir de quoi on a l'air et qu'est-ce qu'on mange en hiver? Venez découvrir notre site web au antenne.qc.ca. Le antenne.qc.ca. C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors, tu nous amènes une lettre au petit gars. Lettre au petit gars, écrit par M. David Goudreau. C'est la deuxième fois en quelques semaines que je vais lire une poésie, si tu veux, de ce M. David Goudreau. David Goudreau est devenu une personnalité connue maintenant au Québec sur la scène médiatique et artistique. Ouais. La dernière fois, tu nous parlais de lettre à la santé mentale, lettre d'amour à la santé mentale, qui était assez touchante aussi. Là. Oui, et j'en ai choisi un autre de ses poèmes qui s'appelle « Lettre au petit gars ». David Goudreau avait lu cette poésie de lui, évidemment, à la télévision. Il y avait eu beaucoup de réactions avec 2,2 millions de visionnements. Ouais. Je vais tout d'abord vous décrire c'est qui ce monsieur David Goudreau pour ceux qui ne le connaissent pas. Et ce monsieur qui est très impliqué dans le monde de la santé mentale. Alors, il est né le 26 août 1980 en Trois-Rivières, au Québec. C'est un chroniqueur, romancier,
poète et performeur québécois. Il est le premier Québécois à remporter la Coupe du monde de poésie. C'était en juin 2011 à Paris. Et j'ai choisi un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « La lettre au petit gars » de David Goudreau fait fureur. J'ai pris ça sur le site msm.com. C'est écrit par Madame Viatka Sundborg, qui est journaliste à la Tribune de Sherbrooke. Et elle nous dit, c'est une lettre, un poème, une chronique éditoriale. C'est un message de David Goudreau aux hommes, aux costauds, à ceux qui sentent parfois la violence bouillonner en eux. À peine 36 heures après la performance du poète, auteur et slameur sherbrookois à l'émission Bonsoir, Bonsoir à Radio-Canada, ça se passait le 14 avril 2021. Son texte, Lettre au petit gars, a marqué les esprits avec plus de 2,2 millions de visionnements. La poésie de Goudreau et la sensibilisation à un enjeu d'actualité se côtoient dans cette lettre. M. Goudreau avait dit « Je crois que le succès de ce texte est surtout une question de momentum. Le public a envie d'entendre des réactions viscérales d'hommes par rapport à la situation. » Et ça, ce genre de propos-là, ça a souvent été dit, mais il faut avoir, comme on dit, la diffusion. Il faut qu'il y ait comme un bon moment finalement pour lancer ça. Puis je pense qu'il est tombé au bon moment, puis il y a eu un bon auditoire aussi. Il faut que ça porte là, auprès des gens, c'est sûr. Je pense que l'expérience de travailleur social que David Goudreau possède, ça l'aide aussi. Il a dû en entendre des, comme on dit. Des vertes et des pommures. Exactement. Ouais. Là, je continue l'article de Mme Sundborg. Elle nous dit, de par son bagage professionnel à titre de travailleur social, M. Goudreau souhaitait transmettre de l'information par sa poésie. Certains préjugés doivent être déconstruits selon lui. Il avait dit « Il est faux de croire que les hommes souffrent plus que les femmes puisqu'ils sont plus nombreux à commettre des actes de suicide. Ils ne vivent pas plus de détresse, ils manifestent ce mal-être avec plus de violence par contre. C'est seulement lorsqu'on prend conscience de ces faits que l'on peut faire une meilleure prévention. » Et Mme Sundborg continue en disant « Il est difficile d'affirmer hors de tout doute comment et quand il est approprié de parler de violences faites aux femmes. » M. Goudreau disait « Il faut être prudent lorsqu'on aborde ce sujet, puisque c'est des tragédies immenses qui nous dépassent. Les meurtres, les victimes collatérales, l'ambiance d'insécurité, c'est très délicat. » Et il soulignait aussi qu'il reste cependant que c'est primordial d'en parler. Il dit « Il ne faut pas s'empêcher de parler de ce fléau. Le danger, c'est de ne rien dire. Il faut en parler et il faut en parler beaucoup, puisque la sensibilisation marche vraiment. » Tout en précisant que ce texte a été rédigé, repensé et réécrit plus d'une douzaine de fois avant de le rendre public. Et je pense qu'il faut avoir le bon ton, si tu permets, Pierre. Tu sais, je pense qu'il faut le dire, mais effectivement, il faut comme avoir le bon ton au bon moment. C'est un art, ça. C'est quelque chose. Hein? Ben, c'en est un artiste, finalement, ce M. Goudreau. Ouais. C'est plusieurs choses, finalement, ce monsieur. Ouais. Il ne faut pas seulement discuter de ces enjeux, nous dit Mme Sundborg, il faut aussi le dire avec les bons mots. M. Goudreau dit « Arrêtons de dire que ces crimes familiaux sont des crimes passionnels puisqu'ils ne relèvent pas de l'amour ou de la passion. Il s'agit d'une question de balance et de contrôle. On se doit d'en être conscient. » Maintenant, je vais lire la lettre au petit gars, mais seulement que dans la deuxième partie de l'émission. Oui, on va la lire de façon intégrale, c'est ça, dans l'espresso allongé. Là, ouais. De façon à ne pas avoir à couper le texte. Mais je vais quand même terminer l'article de Mme Sundborg. Elle nous dit « C'est avec la sincère conviction de prendre part à un changement social visant l'égalité des sexes et la protection de tous que David Goudreau a livré sa lettre au petit gars. Les visionnements, les partages, les commentaires, les discussions n'ont fait que se multiplier en réaction au texte. M. Goudreau nous disait « L'objectif de tout artiste un peu engagé est que son œuvre devienne un outil pour rejoindre son public. J'espère que cette lettre au petit gars s'invitera dans les écoles et dans les familles dans le but de discuter de la violence, de la masculinité et de ce que doivent et ce que peuvent être les hommes. »
il continue en nous disant « Je ne crois pas que je vais changer la mentalité des hommes du Québec avec un texte. Par contre, si sur les 2,2 millions de personnes qui ont écouté Lettre au petit gars, 1 ou 2 hommes se remettent en question ou 1 ou 2 femmes évitent un acte de violence, c'est déjà énorme. » Il nous dit « J'aimerais surtout que l'on poursuive cette discussion de société. J'aimerais être une parole dans une conversation beaucoup plus large. » Et comme tel que promis, donc à l'Espresso allongé plus tard à l'émission, demeurez nôtres, on aura la lettre au complet, intégrale. Merci Pierre pour ça, lettre au petit gars. À venir dans l'émission, notre chroniqueuse Catherine Stassen nous informe sur l'hypervigilance. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec la lettre au petit gars. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair. C'est avec plaisir que je reçois notre collaboratrice Catherine Stassen. Bonjour Catherine. Bonjour Yvan. Bonjour. Alors aujourd'hui, de quoi tu nous parles? Eh bien, Yvan, je vais te laisser deviner. Ouais. Ainsi que les auditeurs. Et les auditeurs, on va jouer un petit jeu et je vais te donner des situations et tu vas essayer de me trouver de quoi je souffre dans le fond. OK. D'accord? Alors si je te dis, je sursaute au moindre bruit dans la rue, je détecte les odeurs de manière assez intense, je suis toujours en alerte, je scrute l'environnement en permanence. De quoi je pourrais souffrir? Moi, ça me fait penser à du stress, mais c'est sûrement pas ça. Ben, en fait, on peut parler d'hypervigilance. On va parler plus tard un petit peu de stress et en quoi ça peut rejoindre l'hypervigilance. Mais l'hypervigilance ici est un symptôme. Donc, on voit qu'on réagit à différentes situations. D'accord? Ouais. Donc, on est dans un état d'hypersensibilité à l'environnement. Cette hypersensibilité peut un petit peu, quelquefois, dégénérer dans une nature obsessionnelle. Donc, ça peut être paralysant. On comprend qu'on se promène en rue, admettons, la rue est calme, on voit pas les patients, on voit les piétons qu'on va croiser plus loin, les passants, merci, qu'on va croiser dans quelques minutes, etc. Pas de stress. Et puis, ces personnes ont, exemple, un petit chien et on surréagit quand même à un petit aboiement de rien du tout de ce chien. Admettons, on fait un bond alors que c'est un mini caniche et qu'on n'a pas peur de ce chien. Donc, on surréagit. Il y a une hypersensibilité, une hypervigilance aux événements, à l'environnement. D'accord? Ça, c'est un état, en fait. C'est un état, et évidemment, cet état, c'est une source d'anxiété aussi. C'est non-stop qu'on va augmenter cet état d'angoisse si on se préoccupe de tout. Ouais. Dans notre environnement. Ça peut avoir du positif, parce qu'être vigilant, pour certains problèmes, ça peut être bien, mais... Ben alors, on peut parler, en effet, le bon état de vigilance. La vigilance, c'est déjà important comme état de sensibilité. Oui, c'est très utile dans des métiers importants, pilote d'avion et d'autres, j'imagine. Ouais. Mais l'hypervigilance, c'est quand c'est au-delà de ce dont on a besoin, c'est-à-dire qu'on surréagit. On va suranalyser. Par exemple, je discute avec toi et quand tu me réponds, je vais suranalyser toutes tes réponses. Oui, mais est-ce qu'il a bien compris? Oui, il me dit ça et en fait, il a peut-être pas osé me dire qu'il n'avait pas compris ce que je viens de lui expliquer ou peut-être que je n'ai pas donné un exemple, il voulait que je donne un exemple. On suranalyse chaque chose dans le discours de l'autre, dans son propre discours. C'est épuisant. C'est très épuisant, ben oui. Et pourquoi on fait ça? C'est quoi le but même de cette hypervigilance, en fait? En fait, on se comporte comme si le danger était énorme et imminent. Et toujours présent. Et toujours présent, omniprésent. Donc, on voit que là, c'est symptomatique d'une maladie, d'accord? Ou c'est symptomatique d'un trauma. Donc, quand on a subi un stress post-traumatique,
on peut donc par la suite développer de l'hypervigilance. Ce n'est pas le cas de tout le monde, hein, mais donc les hypervigilants, les personnes hypervigilantes sont des personnes hypersensibles. Que va-t-il se passer? Donc, même si elles ont conscience de ce phénomène, cela peut devenir obsessionnel et ça peut nuire à leurs interactions sociales, ça peut nuire à leurs relations au travail ou dans la vie. Parce qu'imaginez-vous, vous avez une simple discussion avec des amis et puis vous suranalysez et donc vous pensez que la personne a mal compris ce que vous avez dit, vous réinterprétez, vous renchérissez et ça peut paraître peut-être agressif. On dit oui, mais où elle veut aller? Donc c'est quelque chose qui va mener à mal vos relations sociales, qui va peut-être vous empêcher d'avoir plus de relations sociales, d'élargir votre cercle, d'aller à plus d'endroits. Ça peut arriver avec des collègues de travail et donc d'un petit peu vous isoler. Ouais. Donc, c'est sûr que là, il y a un danger, évidemment. C'est pas comme tel c'est pas une problématique de santé mentale ou un diagnostic, c'est plus un état, comme tu dis. C'est un état. C'est un état, mais c'est un état symptomatique de quelque chose. Quand on parle d'hypervigilance, c'est qu'il est symptomatique de quelque chose. Ce n'est pas de la vigilance toute simple. On fait attention quand on traverse la rue, on regarde à gauche, à droite, à gauche, c'est tout. Un hypervigilant va peut-être regarder encore plus de fois, et puis même au milieu, et après, et puis le moindre bruit, alors qu'il a bien regardé à gauche, à droite, il va se dire, ça y est, j'avais mal regardé, on va m'écraser. Et une fois passé, il va peut-être se dire, est-ce que j'ai vraiment bien... voilà. Il va réanalyser le tout. Donc, c'est vraiment extrême. Ouais. C'est un état qui épuise, évidemment, et c'est un état aussi dont l'hypervigilant est très conscient. Il ne perd pas contact avec la réalité. Ça vous fait penser à quoi d'autre? En fait, quand on regarde partout de soi, on se méfie de tout le monde. Je sais pas. On interprète, ça pourrait être interprété comme de la paranoïa. Ah ben oui, c'est vrai. Mais en fait, il y a une différence. La personne paranoïaque, il y a une psychose là-dessous. C'est-à-dire que la personne va perdre le contact avec la réalité. Alors que l'hypervigilant, il ne perd pas du tout le contact avec la réalité. Il est conscient, malheureusement, entre guillemets, de cet état. Il est très conscient de l'état. Il essaye d'arrêter ça, mais comme il est pris avec peut-être le traumatisme au départ ou peut-être autre chose, ce n'est pas que dû au traumatisme, donc il ne sait pas comment faire. C'est plus fort que c'est lui. plus fort que lui, mais il ne perd pas conscience avec la réalité. Okay. Donc il se rend compte qu'il est perçu étrangement par les autres, etc. Donc il va en effet de plus en plus limiter son cercle peut-être pour ne pas être vu par les autres de cette manière, parce qu'il sait bien que ce n'est pas un état normal dans le fond. Est-ce que c'est un état qui est très répandu? Est-ce que beaucoup de gens sont touchés par... Alors, je n'ai pas de chiffres, Yvan, à ce sujet-là, mais c'est un état connu pour les gens qui ont subi un stress post-traumatique. Tout le monde ne va pas développer l'hypervigilance. Et quand je parle de stress post-traumatique, je ne parle pas que de graves accidents ou de soldats, etc. Ça peut être aussi, par exemple, vous avez une enfance où vos parents se disputaient non-stop de manière très forte. Il y avait de la violence verbale, etc., qui a duré un minimum de temps. Vous allez peut-être par après développer, dès que vous êtes à table, quand vous étiez habitué, par exemple, aux disputes familiales à table, parce que ça se passait là, vous allez peut-être à table être mis dans cet état d'hypervigilance et en préparation même de la nourriture et par après, etc. Parce que c'est tellement imprégné, ça a tellement été vécu et voilà, assimilé. et donc se développe cette hypervigilance, d'accord? Peut se développer, ce n'est pas le cas de tout le monde, évidemment. Donc on fait bien une différence avec la paranoïa et on se dit, mais alors Yvan, mais comment peut-on solutionner ce problème? Oui, parce que c'est quand même un peu envahissant. C'est envahissant, c'est lourd à porter, ça perturbe votre vie sociale, votre vie personnelle. Donc, c'est sûr que l'idéal, c'est la psychothérapie, accompagnée évidemment d'une bonne hygiène de vie. La psychothérapie, donc, qui va vous permettre d'aller comprendre pourquoi vous développez ce trouble, pourquoi cet état persiste. Et de là, vous allez prendre une distance avec vos peurs, ou avec le trauma, ou avec ce vécu de dispute familiale, par exemple, etc., en le comprenant. Parce que via la thérapie. Peut-être les gens ne se sont pas trop aperçus à quel moment ils ont commencé à avoir une ça attitude arrive comme tout à fait. Des fois, on arrive, on est hyper vigilant et ça finit par un
un burn-out parce qu'on est épuisé et on ne sait pas pourquoi. Ce n'est pas toujours quelque chose de majeur auquel on s'attend comme un soldat qui revient d'Afghanistan. Ce n'est pas toujours aussi évident que ça. Ça arrive peut-être pas à un moment précis, c'est peut-être ça arrive peut-être lentement. Exactement, ou avec de l'accumulation. Ouais. Ou avec un rappel avec une dispute, par exemple. On peut donc, il y a la psychothérapie évidemment, et ça doit être accompagné idéalement avec une bonne hygiène de vie, méditation, exercice de respiration, yoga, etc. D'autres activités de ce type, sophrologie. Il n'y a pas de recette miracle, mais il faut demander conseil. Peut-être même comment on appelle ça, la méditation pleine conscience, ce genre d'activités là, qui permettent de prendre un peu un recul, de prendre un temps d'arrêt. Là. Excellent. Je pense que les gens doivent aller trouver eux-mêmes ce qui leur convient. Si vous n'aimez pas le yoga, ne prenez pas ça, mais si vous aimez plus une activité de respiration, vous pouvez faire de la sophrologie. Vous pouvez faire une gymnastique chinoise aussi, tant qu'il y a une distance par rapport à soi-même, une prise de temps pour soi. Oui. Peut-être la prière pour les croyants. Pourquoi pas la prière? En effet. Un temps d'arrêt. Oh, c'est tout à fait ça. Ouais. Ça, je la conseille à tous les croyants. Là. Je ne le suis pas moi-même, mais pourquoi pas? Je pense que c'est éprouvé que ça faisait son effet. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? D'accord? On sait que notre hypervigilant, il doit être bienveillant avec soi-même. Idéalement, comme pour beaucoup de maladies ou de symptômes découlant de maladies, on va conseiller aux personnes de bouger, de pratiquer un sport, de voir du monde alors que vous n'avez pas envie de voir du monde parce que vous savez que vous vous comportez d'une certaine manière. Mais allez voir des gens qui vous connaissent et qui acceptent la manière dont vous êtes. Parler à un proche, parler à plusieurs proches, aux meilleurs amis, et surtout arriver à formuler et écrire les ressentis. Identifier les peurs qui sont à l'origine. En plus de la psychothérapie, ça va vous aider à la maison si vous prenez un petit carnet, où vous pouvez dessiner vos ressentis aussi. Tout le monde n'est pas littéraire. Selon ce qui nous vient. Ce qui vous plaît, vous pouvez peindre, etc., dessiner. Même si les peurs que vous aviez, vous êtes certain de les avoir identifiées, vous pouvez quand même en reparler dans votre carnet, repeindre à ce sujet, et peut-être qu'autre chose va venir aussi, et que ce n'était pas ce que vous croyez, ce n'était pas un problème en enfance, c'est peut-être autre chose qui va apparaître. C'est vrai que dessiner, des fois, ses peurs ou ses émotions, ça fait en sorte qu'on les exprime quand même assez bien, ouais. Oui, c'est vraiment personnel, ça, chacun a sa manière d'arriver à les exprimer, et puis il faut oser, on n'est pas toujours prêt, il faut trouver le moment, voilà, et alors aussi, il faut essayer chaque fois de voir, est-ce que le danger que je ressens, est-ce que j'ai une preuve que c'est vraiment un danger, ou bien je sais que c'est ma perception d'hypervigilant. Déjà être conscient qu'on est hypervigilant, du coup on va relativiser, on va essayer du coup de s'améliorer et petit à petit de diminuer l'hypervigilance. Peut-être que des gens qui ne savaient même pas qui souffraient qui souffraient d'une certaine façon ou qui avaient cet état vont pouvoir dire « là maintenant je comprends ce que j'ai ». Ah, tout à fait. Les gens ils doivent se dire « est-ce que je suis normal? Est-ce que ça… » Je pense que c'est le cas. Certainement, des auditeurs vont dire « mais dans le fond, je me sentais fatigué, peut-être usé, énervé avec tout le monde ou quoi ». Mais en fait, peut-être que s'ils reconnaissent tous les faits dont on a parlé, ils vont peut-être se dire je vais peut-être aller consulter quelqu'un, ne fût-ce que mon médecin ou un thérapeute, peut-être en premier lieu le médecin. Ce qu'on peut dire, en fait, c'est qu'une fois qu'on identifie ces peurs comme hypervigilants, on va apprendre aussi à mieux les gérer et on va apprendre et arriver à désenclencher les comportements d'hypervigilance. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Voilà, Yvan, je pense qu'on a… Il y a des références aussi, je pense que rapidement, on peut comme conseiller aux gens s'ils veulent chercher. On aura ça sur notre site web, là, de toute façon. Il y aura une liste entière, un lien avec toutes les ressources pour le Québec sur
l'hypervigilance. Donc, vous allez trouver ce lien sur le site, de même que des références, certaines lectures, si vous désirez aller plus loin. Il faut chercher, par exemple, hypervigilance, ressources d'aide au Québec, puis là, on pourra en fait, le site s'appelle Trauma-PTSD. Oui, c'est Trauma-PTSD.com. Puis le lien va être sur notre section mentionnée à Folie Douce dans notre site web antenne.qc.ca. Merci beaucoup, Catherine Stassin, pour ce sujet de l'hypervigilance, et à la prochaine. Merci, au revoir. Au revoir. Que vous soyez branché, déboussolé, renfermé ou éclaté, vous syntonisez actuellement Folie Douce. De retour au micro à l'Espresso allongé, et tel que promis, la suite, ou en tout cas l'intégralité que tu vas nous lire bientôt, Pierre, de La lettre au petit gars. Oui, et c'est d'après un article que j'ai pris sur Internet qui s'appelle « La lettre au petit gars » de David Goudreau fait fureur. C'est sur le site msn.com. Et oui, c'est un texte qui avait provoqué beaucoup de réactions. Ça s'était passé le 14 avril 2021 avec 2,2 millions de visionnements. Alors voici ce fameux texte de M. Goudreau. Ça s'appelle « Lettre au petit gars ». « Tiga, je veux te donner de l'amour. Ça brasse pour toi, pour nous, ces temps-ci. Turbulence, douleur de croissance et remise en question de nos relations avec les femmes. Je veux pas parler en leur nom. D'autres l'ont mal fait beaucoup mieux que moi. Je veux te parler de gars à homme, d'homme à fils, frère, neveu ou chum sans tomber d'un joke de cul. Je veux qu'on sorte de nos cages, de la cage au sport comme de la cage thoracique. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, mais deux couilles valent moins qu'un cœur à la bonne place. Je suis pas un exemple, mais laisse-moi t'en donner. Quel genre de modèle on nous propose? Des joueurs de hockey qui s'imposent sur la glace, des batailleurs MMA qui s'imposent sur le ring, des rappeurs un peu misogynes qui s'imposent dans le game, les super-héros qui règlent tout à coups de poing. Pas simple d'aller te dire d'être sensible et en contact avec tes émotions. Mais entre Iron Man, Rocco Siffredi et José Lito Michaud, il y a un large spectre, une vaste palette de mecs à être. Complexe peut-être, mais tu peux être sans écraser l'autre. On peut sortir du vieux moule pourri de l'homme plus fort à tout prix. On se les fait mettre d'en face nos erreurs et nos errances. C'est rough, mais il y a eu trop de viols, trop de violence. L'humanisme passe par le féminisme tant qu'on n'aura pas atteint l'égalité. Tant que la sécurité ne sera pas un bien commun pour toi comme pour elle. Ça t'enlève rien, tu sais. Ça va juste embellir le monde, pour tout le monde. T'as le droit d'être qui tu es, de triper sur les camions, les outils, les lutteurs. T'as le droit d'avoir un pénis. T'as le droit d'avoir envie de t'en servir, d'éprouver du désir et de le nommer. Mais tu ne peux pas imposer les fantasmes ou toucher sans consentement. Et tu ne peux pas envoyer des photos de ta graine si on ne te le demande pas explicitement. Mais si tu as la plus belle graine de Saint-Hyacinthe, garde ton petit miracle dans tes Bermudas, Tiga. Puis accepte qu'on te dise non. Apprends à différer la gratification et à vivre avec la frustration, même la détresse. Mais les gars se suicident 4 fois plus, rétorques-tu. Attends, on revient à la violence encore. Les femmes vivent pas moins de détresse, elles meurent moins de leurs tentatives de suicide. Nuance, leurs moyens pour passer à l'acte sont moins radicaux. Nous, on tue, comprends-tu, sans retour possible. On se tue et on tue trop, beaucoup trop. Pour une seule tueuse, t'as 148 hommes aux mains pleines de sang. Ça n'a pas de sens. Les femmes sont pas parfaites, mais c'est un fait, nous tuons davantage. Nous frappons plus souvent. Nous assassinons. Puis, il est temps qu'on s'inquiète, qu'on se ramasse entre gars, qu'on se brasse pour se dire « plus jamais ça ». Plus jamais 10 féminicides en quelques semaines au Québec. C'est pas digne de la beauté des hommes, de la bonté de la majorité d'entre nous. Mais le danger est là. C'est aussi ça, les hommes, Tiga. Fait que si
tu sens monter cette violence, si t'es pour frapper, pour tuer, sacre ton camp, décrisse le plus loin, le plus vite possible. T'as le droit de le ressentir, t'as pas le droit de l'agir. Va crier, va te saouler, va demander de l'aide ou te perdre dans le bois. Serre les dents plutôt que les poings. Serre-toi de ta tête quand ton cœur se brise. Serre-moi dans tes bras. Range ta corde. Range ton gun. Serre-moi dans tes bras. Hurle puis braille, braille fort. Fort comme un homme, mon gars. C'est fort, quand même. Oui. Ben oui, c'est une belle lettre. Donc, tu peux nous rappeler le titre? Le titre du texte... c'est Lettre au petit gars. Lettre au petit gars. Ouais. Et j'ai pris ça dans un article qui s'appelle La lettre au petit gars de David Goudreau fait fureur. Alors, si tu veux, je vais simplement lire la conclusion de l'article de Madame Sundborg que j'avais commencé dans la première partie. Ouais, dans l'Espresso. Oui, de l'émission. Ouais. Alors, c'est David Goudreau lui-même qui parle et nous dit il faut faire de l'éducation avec les jeunes et de la prévention et de l'intervention avec les moins jeunes. Madame Thunborg nous dit « En imaginant la suite de ce mouvement auquel il a contribué à sa façon avec ses mots et sa passion. » Ouais. Et en terminant, il nous reste encore un peu de temps, j'aimerais lire aussi. En fait, j'aimerais dire aux gens d'aller sur le site de David Goudreau lui-même. C'est au davidgoudreau.org. On parle il y a sa biographie, bien sûr. Je vous en lis seulement un bout. Au printemps 2015, il publie La bête à sa mère aux éditions Stanké. Ce premier roman est un retentissant succès tant auprès des lecteurs que des critiques. En plus d'être finaliste au prix Ringuet de l'Académie des lettres du Québec et au prix France-Canada, il a remporté le prix des nouvelles voix de la littérature et le Grand Prix littéraire Archambault. Il est traduit au Canada anglais aux éditions Book Hug et publié en Europe aux éditions Philippe Ray et aux éditions 10-18. Alors, vous allez en apprendre énormément sur ce monsieur David Goudreau. davidgoudreau.org pour en savoir plus, pour voir tous les écrits. Merci beaucoup. Donc, la lettre au petit gars, assez punché. Et puis, je pense que c'était écrit, c'est un style qui est vraiment intéressant. Direct. Très direct. Merci beaucoup pour ça, Pierre, à l'émission Folie Douce. Vous souhaitez écouter l'émission Folie Douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube, antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie Douce. Alors, Pierre Laporte, merci beaucoup pour ta mise en onde. Bienvenue, mon cher. Ainsi que pour tes blocs Espresso et Allongé, où tu nous as livré la lettre au petit gars de David Goudreau, ainsi que l'article qui a été écrit à ce sujet-là. Donc, c'était fort intéressant. C'était pas trop cru? Ben non, c'était direct, mais ça fait du bien des fois de se faire brasser. Je trouve que c'était de bon goût dans les circonstances. Donc, merci pour ça. Notre invité en début d'émission, Eliane Gagnon, nous a parlé de problèmes de consommation et de sa plateforme Sober Lab. Alors, merci beaucoup, Eliane, d'avoir été des nôtres. Notre collaboratrice, Catherine Stassin, était des nôtres également. Elle nous a parlé dans sa chronique d'hypervigilance. C'était donc le menu de Folie Douce. Cette semaine, c'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.